Salut les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Alors aujourd'hui, vidéo où on va décrire l'identité de l'émission Koh Lanta en elle-même. Si Koh Lanta est une émission à succès, ce n'est pas pour rien, et on va voir que c'est dû notamment au caractère complet de sa personnalité. Pour étudier la personnalité de l'émission, comme d'habitude, on va mentionner l'énéagramme et la spirale dynamique. Car oui, tout ce qui est cohérent en termes de personnalité peut être typé sur l'énéagramme. On peut typer des philosophies, des cultures de pays, des entreprises, pourquoi pas, ou même donc des émissions de télé. Allez, on est parti, je vous fais pas plus attendre, l'identité de Koh Lanta, c'est maintenant. Et je casse le suspense d'entrée, l'énéatype de Koh Lanta, c'est le 8. Alors il n'y a aucun suspense de toute façon. À partir du moment où c'est une émission de survie, il y a de grandes chances pour que ce soit une émission de type 8. Je rappelle les mécanismes de l'ego du 8, qui a le centre instinctif préféré vers l'extérieur. L'orientation, c'est la puissance et le courage. La compulsion, c'est d'éviter à tout prix la faiblesse. La passion, c'est l'excès. Et la fixation, c'est la vengeance. Et c'est vrai qu'à la base, le concept du jeu est vraiment centré sur la survie. Dans la première édition, on va parler de naufragé. Le terme sera remplacé par aventurier pour les deuxième et troisième saisons. Et c'est seulement dès la quatrième saison qu'intervient le terme de candidat. C'est une émission inspirée du mythe de Robinson Crusoe. Et d'ailleurs, à l'origine, l'émission devait s'appeler l'expédition Robinson. L'accent est donc mis sur la survie. Survie sur une île déserte, au sens propre, et survie sociale. Ce sont les deux éléments clés pour gagner. La survie physique, elle va passer par l'utilisation du centre instinctif essentiellement, et du centre mental secondairement, pour trouver des astuces et mettre en application des idées pour améliorer son confort. Le centre mental est au service du centre instinctif, tandis que le centre émotionnel, lui, dans un contexte de survie, n'est pas utile. Les candidats sont censés maîtriser leur environnement, dompter de la nature, et le centre instinctif est mobilisé en permanence pour aller chercher de la nourriture, du bois, etc. De plus, dans le jeu, la survie passe aussi par l'évitement du conseil, et donc par des victoires dans des épreuves d'immunité. Et les épreuves sont souvent sportives et physiques. Les épreuves de confort sont d'ailleurs de la même nature. Le centre instinctif semble donc bien dirigé vers l'extérieur. Il faut être plus fort que les autres pour gagner des épreuves, contrôler les situations et passer les conseils sans danger. Le jeu est aussi présenté comme étant très difficile. Le cadre du jeu est volontairement un environnement dangereux. Et pour supporter la dureté de l'aventure, il faut être courageux et utiliser sa force instinctive pour être puissant et notamment plus puissant que les autres. Voilà, tout ce que je viens de citer, c'était des exemples qui montrent bien que le centre instinctif est surutilisé dans Koh Lanta et vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer des exemples qui illustrent la passion d'excès dans Koh Lanta. Alors l'excès, on peut l'avoir à plusieurs moments. Déjà, j'ai toujours trouvé que le jeu était assez excessif au niveau du rythme. Il y a quand même un conseil tous les 3 jours, avec une épreuve d'immunité la veille et une épreuve de confort l'avant-veille. Et le rythme va durer pendant 40 jours en moyenne, soit un total d'environ 26 épreuves et 13 conseils. En fait, il n'y a jamais de répit dans Koh Lanta. On est toujours plus ou moins en sursis, en danger. En plus de ce rythme, il y a quand même les récompenses aussi qui sont très excessives. Lors de la victoire dans des épreuves de confort, la générosité elle est immodérée. Les conforts sont souvent grandiloquents dans des villas luxueuses avec énormément de nourriture pour récompenser les gagnants. Des fois, c'est carrément la rencontre de locaux ou même des fois la venue des proches sur place à l'autre bout du monde. Enfin, dernier exemple d'excès pour moi, ce sont les épreuves qui sont souvent abusives dans l'effort à produire. Sur les épreuves athlétiques, il y a bien souvent un parcours d'obstacles à franchir, que ce soit aquatique et ou terrestre. Et sur les épreuves de patience, la durée des épreuves, ça peut aisément dépasser 1 heure de jeu. Par exemple, dans la saison 2, l'épreuve des poteaux avait duré plus de 5 heures. Et l'épreuve la plus longue du jeu, c'était l'orientation dans la saison 7, qui avait duré plus de 10 heures étalées sur 2 jours.
Alors faire des épreuves de 10 heures, ou même de 5 heures, si c'est pas excessif ça. Ensuite, un autre mécanisme, on a dit que c'était la fixation de vengeance. Et koh c'est un jeu qui se prête très bien à la vengeance. Car l'ambiance, ça va faciliter les sentiments de trahison. Les alliances se font et se défont au gré de l'aventure. Il peut y avoir des changements d'équipe, tout simplement la réunification, qui va mettre à rude épreuve les pactes passés. Aussi, une autre règle qui favorise beaucoup la fixation de vengeance, c'est le cas de l'abandon médical. Dans ce cas-là, on a le dernier éliminé qui va réintégrer le jeu. Et ce dernier ayant été éliminé, il va avoir une justification à un potentiel esprit revanchard. Aussi, comme les éliminations se font par vote à bulletin secret, ça peut attiser les tensions. En effet, quand on vote contre quelqu'un, il faut toujours trouver un prétexte finalement. Et c'est logique que l'impression de trahison soit facilement accrue dans un contexte qui est propice aux inimitiés et aux règlements de compte. Ensuite, en ce qui concerne la compulsion d'évitement de la faiblesse, dans la première partie du jeu qui est en équipe, la stratégie c'est de conserver une équipe la plus compétitive possible pour assurer sa survie physique et surtout sa survie dans les jeux en gagnant des immunités. Naturellement, ce qui va se passer, c'est que ce sont les plus faibles du groupe qui vont être éliminés dans la phase pré-réunification. Après la réunification, le jeu devient plus stratégique, mais le danger est toujours présent. Et la sécurité passe encore de manière certaine par une victoire dans des épreuves d'immunité. Et globalement dans koh la sécurité dans le jeu, ça passe par le contrôle des événements et de son destin, malgré les nombreuses règles déstabilisantes qui existent. L'évitement de la faiblesse, c'est résister aux privations d'hygiène, de nourriture et au manque des proches. Aussi, plus que la victoire, c'est surtout le dépassement de soi qui est valorisé dans les missions. La force mentale est souvent mise sur un piédestal, il faut tout donner tout le temps pour éviter à tout prix la faiblesse. Enfin, citons aussi que le 8 déteste l'humiliation, et j'ai toujours trouvé personnellement que les mises en scène des éliminations au conseil, c'est le fait de se lever devant tout le monde et d'aller se faire éteindre son flambeau totalement impuissant, c'est un peu une humiliation en fait, c'est source d'activation de la compulsion du 8 en tout cas, d'évitement de la faiblesse. Le mécanisme de défense préféré du 8, c'est le déni et la dénégation, et koh favorise le déni notamment sur les épreuves où en fait on essaye mentalement de ne pas reconnaître la douleur pour pouvoir repousser ses limites et gagner les épreuves. La fierté égotique du 8, c'est d'être quelqu'un de fort et de juste, et chaque victoire, chaque conseil passé dans le jeu, ça renforce notre estime d'être plus fort que les autres, et également d'être quelqu'un de juste. Et le conseil, c'est le moment où on va voter, le moment où on peut mettre en place sa justice en votant contre quelqu'un qu'on estime qui n'est pas digne de continuer l'aventure. Et le slogan de l'émission, il n'en restera qu'un, il est assez explicite. Il indique que le gagnant a été plus fort que tous les autres, que les éléments, que les imprévus. Là où tous les autres ont subi la dure loi de koh lui a surmonté toutes les difficultés et est devenu l'ultime survivant. Je vais parler aussi du style de communication qui pour le 8 s'appelle impératif. Et c'est un style qui est abondamment utilisé par Denis Brognard. La parole, elle est sans détour. Les messages sont passés sous forme d'ordre, clairement dictés, qu'il faut accepter et exécuter. Je vous donne quelques exemples. Denis Brognard qui dit « Prenez votre sac, allez chercher votre flambeau et venez me rejoindre ». Ou qui dit aussi « À partir de maintenant, vous allez devoir tenir sur un pied ». Ou encore « Vous allez devoir désigner dans chaque tribu une personne, etc. ». Et de plus, lors des conseils, la franchise est de mise. C'est elle qui est mise en avant. On a Denis Brognard qui va poser des questions orientées pour pointer du doigt ce qui ne va pas et pour délier les langues. Et si jamais les réponses sont trop évasives, Denis va insister. Et cette ouverture, ça permet de mettre les choses au clair et ça oblige tout le monde à être assertif. Quelque chose qu'adorent les nés à type 8. Et ce qui colle aussi parfaitement à l'émission et qui participe énormément, je pense, au succès de koh c'est le fait que notre très cher Denis Brognard est DNA type 6 à dominante contrephobique. Il remplit parfaitement son rôle de présentateur. Le 6 contrephobique, il ressemble beaucoup à un 8. Et en plus, Denis, il réprime le centre émotionnel. Donc c'est vraiment parfait pour koh Quand on présente les règles d'un jeu ou qu'on pose des questions au conseil,
c'est vrai que c'est pas le moment de faire passer des émotions. Et Denis, il joue vraiment son rôle à la perfection. Il est vraiment parfait pour présenter une émission comme koh. Maintenant, je vais vous mentionner les sous-types. Les conditions de vie l'obligent, l'instinct de conservation s'active par le retour à l'état primaire, et c'est donc tout naturellement que le sous-type conservation du 8 qui s'appelle survie se manifeste. On a également le même constat pour l'instinct social qui s'appelle protection mutuelle. En effet, on doit protéger les membres de son équipe pour arriver majoritairement à la réunification et décimer petit à petit l'équipe adverse. Cette stratégie des couleurs complètement basique, elle a perduré tout au long des saisons, des premières saisons tout du moins, et si un membre de la tribu va s'allier aux adversaires, ça va logiquement activer la fixation de vengeance. En ce qui concerne la variante de koh, autant les néatypes étaient très faciles à trouver, la variante c'était un petit peu plus dur. Je pense quand même que la variante c'est la variante alpha, ça veut dire que le centre mental, il est en support du centre instinctif. Le centre mental, il est quand même visible dans la construction des épreuves, qui sont de différentes natures, mais qui sont toujours très structurées. Aussi, à de nombreuses reprises, les candidats ils sont obligés de faire des choix. Quelle récompense choisir, qui emmener pour partager un confort, qui ne participera pas à telle épreuve, de qui je dois cacher la flèche, ou encore tout simplement qui je dois éliminer. Et c'est autant de choix qui ont pour but d'interroger les candidats et de faire fonctionner leur centre mental. Aussi, si on revient aux origines de koh, les épreuves, elles étaient tout aussi cérébrales que physiques, avec des quiz ou des énigmes en guise d'épreuve. Aussi, la survie dans le jeu, ça s'exécute par la réflexion, d'autant plus que le jeu est quand même profondément stratégique. Donc le centre mental semble bien en support, et les privations qu'occasionne le jeu favorisent l'expression des émotions. Mais en fait, dans koh, les exprimer, ça va plutôt être vu comme une faiblesse. Le plus fort est présenté comme celui qui est résistant, qui ne se plaint pas et qui ne craque pas. Le centre émotionnel est donc réprimé. Ça n'empêche pas au passage la dimension sociale du jeu qui est extrêmement importante, mais qui n'est pourtant pas mise en avant dans la façon de présenter l'émission, au détriment de la survie, des épreuves et de la stratégie. Maintenant que j'en ai terminé avec l'énéagramme, on va analyser koh à l'aide de la spirale dynamique. Alors, je ne vais pas décrire ici l'évolution du jeu sur la spirale dynamique, ça ce sera l'objet de futures vidéos. Je vais simplement décrire ici le poids de chaque niveau d'existence dans la personnalité de l'émission. On commence avec le niveau beige, et effectivement l'émission c'est un retour à la survie. Le temps d'un jeu, on va se mettre dans la peau de nos ancêtres. Il faut gérer la problématique des besoins primaires à assouvir. On va rechercher de la nourriture, construire un abri pour se protéger de la nature, ou encore faire du feu. C'est des impératifs physiologiques qui sont normalement satisfaits dans notre vie quotidienne, et c'est pourquoi l'exposition des candidats à ce niveau est assez déroutant pour ces derniers et attirant pour les téléspectateurs. C'est assez rare depuis la télévision, voir des métropolitains chasser, pêcher et essayer de survivre sur une île déserte. C'est peu courant, donc c'est intriguant. La survie, c'est vraiment la marque de fabrique de koh, et donc le niveau beige, qui s'intéresse à la survie, possède fatalement une place très importante dans le jeu. Ensuite, le niveau violet, marqué par la vie en communauté, il se retrouve beaucoup dans le jeu pré-réunification, où on a les candidats qui sont séparés en deux tribus, jaune et rouge, et qui vont essayer de survivre avec leur groupe. Pendant cette période du jeu, on existe à travers l'équipe. Quand on va éliminer quelqu'un de son équipe, on s'affaiblit nous-mêmes pour la réunification. Historiquement, le poids du niveau violet est très fort dans l'émission, car même après la réunification, l'attachement à sa tribu d'origine va perdurer et jouer un rôle important dans les éliminations. Les candidats restent avant tout des ex-jaunes ou des ex-rouges avant d'être des blancs. Aussi, violet, c'est aussi tout ce qui va être tradition, et le jeu adore les traditions. Il y a régulièrement les mêmes épreuves qui vont revenir, et par exemple, la finale n'a pas changé depuis la saison 3. Une autre tradition aussi, c'est les conseils. À chaque élimination, c'est ritualisé. La tribu va se regrouper au conseil, et le déroulement de tout ce qui se passe au conseil, y compris
les phrases fétiches de Denis Brognard, sont quasiment identiques depuis le début du jeu. Puis ça fait très violet, hein, cette ambiance au conseil où tout le monde se réunit avec le feu au milieu. Un autre exemple aussi qui montre le niveau violet dans l'émission, c'est le fait que koh se fait dans des pays qui ont un niveau de développement assez éloigné du nôtre, ou du moins de l'Europe occidentale en général. Et en fait, voilà, ils vont dans des pays où le poids du niveau violet est encore très important dans les cultures. Et souvent, il y a des récompenses de confort, on va aller à la rencontre des locaux, on va aller à la rencontre des fois de peuples, de tribus, et on va partager quelques moments avec eux. Et voilà, et le niveau violet, il se voit aussi beaucoup dans les gains des conforts qu'on va partager avec les locaux. Après violet, on a rouge, un niveau qui est très caractéristique de l'émission. Étant donné que c'est une compétition, koh ça laisse une forte place au niveau d'expression du soi. C'est un jeu où il ne faut pas se laisser marcher dessus, il faut affronter les obstacles pour avancer. La logique de combat et l'esprit de conquête, elle peut s'exprimer librement, et notamment dans les épreuves. Se montrer le plus fort, c'est important d'abord pour ne pas subir la défaite et l'élimination à un conseil, et ensuite aussi pour assouvir ses désirs. Par exemple, l'amélioration du confort, ça passe par des victoires dans des épreuves. Donc comme on l'a dit, rouge a énormément de place, surtout au niveau des épreuves dans le jeu. Et les épreuves de patience, ça permet de montrer aux yeux de tout le monde qui sont les plus faibles, qui sont ceux qui lâchent en premier en fait, et qui sont les plus forts. Donc voilà, en résumé, le concept même de l'émission, ça laisse une place prépondérante pour le niveau rouge, et qui va s'affirmer majoritairement dans les épreuves qui testent le mental des candidats. On note aussi évidemment que les meilleurs candidats du jeu sont érigés au rang de héros, comme l'illustrent bien les titres des retours d'anciens candidats, comme le retour de héros, le choc des héros, la revanche des héros, etc. Qui est un langage de guerrier, un langage qui est issu du niveau rouge. Alors après rouge, on a bleu. Et bleu, c'est un niveau qui se manifeste assez peu dans l'émission. C'est là en fait qu'il y a un problème dans l'émission, ça va surtout être critiquable à travers le niveau bleu, puisque les règles du jeu vont varier d'une saison à l'autre. Bleu, c'est ça en fait, c'est le fait d'imposer un règlement. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, koh c'est pas exempt de tout reproche, même si évidemment il y a quand même un minimum de règlement qui est présent quand même par l'intermédiaire de Denis Brognard, qui rappelle à l'ordre aussi certains candidats des fois face à leur manquement. On a déjà eu dans l'histoire des exils, même si ça remonte un peu. On avait eu l'exil de Moundir dans la saison 3, de Jean Bernard dans la saison 4, de Mohamed dans la saison 5, qui servaient en fait à les punir pour des comportements jugés inqualifiables. Je vous donne un autre exemple aussi où bleu s'est manifesté assez expressément. C'est au premier conseil de la saison 5, où Denis considérait que l'élimination d'Aude était un abandon déguisé, et il a fait faire revoter tout le monde. Bon, d'une manière générale, le niveau bleu, il s'exprime essentiellement pendant les conseils, via les remarques de Denis, et pendant les épreuves. Ce qui est le plus réglementé, c'est les épreuves. Et c'est un peu obligatoire pour qu'il y ait une certaine justice entre les candidats. Même si, voilà, d'une saison à l'autre, on a des règlements qui changent, et ça peut être assez perturbant. Par exemple, ne serait-ce que le coup du tirage au sort, pour essayer d'enlever un membre de l'équipe pour ne pas participer à l'épreuve, et faire en sorte qu'il y ait autant de participants dans chaque équipe, eh bien ce mode de sélection-là, il a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisissait par ce qui est maintenant assez courant, le fait de tirer au sort une boule, et celui qui pioche la boule noire ne participe pas à l'épreuve. Mais dites-vous qu'il y a aussi eu une époque, de mémoire de la saison 3 vers la saison 8, où en fait c'était les équipes eux-mêmes qui se concertaient pour décider qui ne participait pas à l'épreuve. Et ils ont même changé en cours de route, dans la saison 8, où ils sont passés au mode de sélection par tirage au sort. Voilà, c'est juste un exemple, le coup du tirage au sort, mais vous voyez que généralement, pour ceux qui suivent koh chaque année, il y a des règles qui changent un peu au gré des désirs de la production, quoi. Alors, bleu, c'est aussi une vérité ultime, et l'émission véhicule comme vérité ultime le mérite dans le domaine de la survie et des épreuves à travers le dépassement de soi. La mise en avant des performances sportives dans koh elle est évidente. Le nombre d'épreuves remportées, par exemple, il est comptabilisé.
Le temps d'épisode en fait consacré aux épreuves est quand même assez conséquent. Et d'ailleurs, dans les éditions All-Star, ils essayent au maximum d'augmenter le niveau sportif du jeu. Donc l'accent est vraiment énormément mis sur les épreuves. Maintenant, on va parler d'Orange, un niveau d'expression du soi qui est sensiblement présent dans koh Lanta. C'est un jeu stratégique où les éliminations se font sur le mode de l'éviction. Les candidats vont s'éliminer entre eux par un système de vote à bulletin secret. Ce secteur du jeu, la stratégie, ça donne de la richesse au programme et ça laisse sa chance à tout le monde, même aux moins puissants. Ainsi, chacun peut se battre à sa manière et grâce à ça, sur la ligne de départ, il y a une égalité des chances face à la victoire finale. Dans le jeu, il y a aussi des rebondissements incessants qui laissent de nombreuses opportunités à saisir pour les candidats. Et ce niveau qui est présent depuis le début du jeu, il prend quand même une place grandissante au fil des saisons. Par exemple, il y a de plus en plus de marge de manœuvre tactique avec l'apparition de nouvelles règles, par exemple le vote noir, les colliers d'immunité, les destins liés, les 3 équipes, etc. L'important en fait dans koh Lanta, c'est d'être calculateur pour ne pas déclencher l'agressivité d'autrui et ne pas se mettre en danger lors des conseils. C'est exactement le thème du niveau Orange. Et pour ça, tous les stratagèmes sont permis, d'autant plus, comme on l'a dit juste avant, que le bleu de l'émission est très laxiste. Par exemple, on peut créer des faux colliers d'immunité, on peut fouiller dans les sacs adverses, on peut faire des défaites volontaires dans des épreuves. Tout ça n'est pas sanctionné par l'émission. La planification, la capacité d'anticipation et de raisonnement à long terme, elle prend tout son sens lors du conseil final, où ce sont les éliminés depuis la réunification qui décident du gagnant entre les 2 derniers candidats. C'est donc pour ça que c'est indispensable de vaincre les autres, mais en essayant en même temps d'entretenir des bonnes relations avec eux. Donc vous voyez que le niveau Orange, c'est un niveau qui s'exprime énormément dans cette aventure, puisque c'est une compétition dans laquelle on ne peut être le lauréat qu'en ayant pris des risques calculés et en ayant fourni les efforts nécessaires pour être le gagnant. Et les autres sont plutôt perçus comme des concurrents finalement, qui peuvent nous empêcher de remporter la victoire finale et la récompense financière de 100 000 € qui permettrait d'assouvir des désirs matérialistes. Le but final du jeu, c'est aussi de gagner 100 000 € et donc d'accéder à un confort de vie, ce qui est aussi l'objectif du niveau Orange, d'augmenter son matérialisme. Et je termine avec le niveau vert qui, sans surprise, n'est quasiment pas représenté dans koh Lanta. L'idée de sacrifice de soi pour une meilleure osmose, ça va entrer en conflit avec l'aspect compétition de l'émission. Cependant, même si c'est pas le but principal, koh Lanta c'est pas qu'un affrontement, c'est aussi quand même une aventure humaine. Et l'émission a permis à beaucoup de candidats de faire de magnifiques rencontres et de tisser de réels liens d'amitié qui vont perdurer après le jeu. Allez, voilà maintenant petite conclusion. koh Lanta est une émission de type 8 alpha avec les sous-types conservation et social blessés en C++ et en S++. Même si la présentation du jeu met l'accent sur le niveau rouge de la spirale dynamique, le niveau dominant est sans conteste orange. Même si, évidemment, les niveaux beige, violet et rouge se manifestent beaucoup également. Et voilà aussi une raison qui explique l'immense succès de l'émission. C'est une émission où tous les niveaux, de beige à vert, sont présents et la plupart assez fortement. Et ça, c'est unique à la télé. Il n'y a aucun autre programme qui mélange la survie, la tribu, la domination physique, un règlement, de la stratégie et une aventure humaine. Il y en a vraiment pour tout le monde dans koh Lanta. Et finalement, koh Lanta, c'est ça. Une émission qui peut faire rêver beaucoup de personnes, qui a traversé les années, qui a su évoluer, qui s'est adapté, mais toujours en gardant un lien avec ses origines et son identité de fond. koh Lanta, c'est des décors paradisiaques, un générique qui reste dans la tête, un présentateur charismatique, des rouges contre des jaunes, des épreuves de 3 heures, des trahisons, des ascenseurs émotionnels et surtout des souvenirs inoubliables. Allez, je vous laisse là-dessus les aventuriers. Mahatane.